Ma belle-mère m'a giflé si fort que je suis tombée par terre en hurlant. Menteuse. Ce bébé appartient à un homme quelconque. Mon mari a explosé de rage, fais tes saloperies et va crever ailleurs. Ma belle-mère a ricané en s'adressant à ma belle-sœur, ne t'inquiète pas, tu donneras naissance au premier vrai petit enfant. Je suis restée silencieuse. Une semaine plus tard, quand le test ADN est arrivé, je l'ai jeté à la figure de toute la famille, la laissant horrifiée. Je m'appelle Megan, et je suis mariée à mon mari, Ethan, depuis 4 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université et nous nous sommes mariés juste après avoir obtenu notre diplôme. Ethan vient de ce que je pensais être une famille très unie. Sa mère Suzanne, son père Philippe, et sa sœur cadette Brooke, qui a épousé son mari, Derek, il y a environ 2 ans. Depuis le début, Suzanne ne m'a jamais vraiment aimée. Elle avait cette façon de faire de petites remarques qui semblaient assez innocentes, mais qui me faisaient toujours me sentir rabaissée. Oh, la cuisine de Megan est intéressante, disait-elle avec ce faux sourire. Ou encore, je suis sûre qu'Ethan apprendra à apprécier ton style unique un jour. Ethan balayait toujours ça d'un revers de la main, disant que sa mère était juste protectrice et qu'elle finirait par m'apprécier. Brooke et moi avions une relation correcte, bien qu'elle soit clairement la favorite de Suzanne. Suzanne parlait constamment de la façon dont Brooke allait lui donner de magnifiques petits-enfants et à quel point elle avait hâte d'être grand-mère. C'était un peu blessant, surtout qu'Ethan et moi essayions de concevoir depuis plus d'1 an. Quand je suis finalement tombée enceinte il y a 8 mois, j'étais aux anges. Ethan était ravi, lui aussi. Et pendant un instant, j'ai pensé que ce serait peut-être la chose qui nous rapprocherait enfin, Suzanne et moi. J'avais tort. Au lieu de l'enthousiasme, Suzanne semblait presque méfiante. Elle a fait des commentaires sur la façon dont j'étais soudainement tombée enceinte et à quel point le timing était pratique. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire au début, mais son attitude n'a fait qu'empirer au fur et à mesure de ma grossesse. Les commentaires se sont intensifiés. Suzanne faisait des remarques sur le fait que le bébé ne ressemblait pas à Ethan sur les photos d'échographie, ce qui était ridicule car on pouvait à peine distinguer les traits. Elle plaisantait sur les tests de paternité et sur le fait que, de nos jours, on ne sait jamais. Ethan lui disait d'arrêter, mais il ne lui tenait jamais vraiment tête avec fermeté. Pendant ce temps, Brooke a annoncé sa grossesse environ 3 mois après la mienne. Suzanne était absolument extatique. Elle a organisé une énorme fête prénatale pour Brooke, lui a acheté tout ce dont elle pouvait avoir besoin, et parlait constamment de son premier vrai petit enfant. La façon dont elle insistait sur le mot « vrai », chaque fois qu'elle parlait du bébé de Brooke par rapport au mien était comme un coup de poignard dans le cœur à chaque fois. Ma fête prénatale fut un événement modeste et gênant. Suzanne est venue, mais a passé la plupart du temps à parler de la grossesse de Brooke et de son éclat magnifique. Elle m'a offert un seul cadeau, une couverture de bébé générique qui avait encore l'étiquette de prix du magasin à $1. Quand j'ai accouché il y a 3 semaines, tout semblait normal au début. Ethan était à mes côtés, et malgré la douleur, j'étais excitée de rencontrer enfin notre fils. Nous l'avons appelé Caleb, et il était parfait. 10 doigts, 10 orteils, et une bonne paire de poumons. Le problème a commencé lorsque Suzanne et Philippe sont venus nous rendre visite à l'hôpital. Au moment où Suzanne est entrée dans la chambre et a vu Caleb, son visage a changé. Elle l'a fixé longuement, et je pouvais voir quelque chose de sombre se préparer derrière ses yeux. « Il ne ressemble pas à Ethan, dit-elle froidement. « Maman, il vient littéralement de naître, répondit Ethan, tenant doucement Caleb. Les bébés changent beaucoup dans les premières semaines. Mais Suzanne n'en démordait pas. Elle continuait de fixer Caleb avec cette expression de dégoût et de suspicion. Elle l'a à peine tenu, et quand elle l'a fait, c'était comme si elle manipulait quelque chose de contaminé. Nous avons ramené Caleb à la maison 2 jours plus tard, et je pensais que les choses allaient se calmer. J'aurais dû mieux savoir. La première semaine à la maison fut épuisante, mais merveilleuse. Ethan était un père incroyable, prenant les quarts de nuit et aidant pour tout. Caleb était un bébé relativement facile, dormant bien et mangeant régulièrement. Je commençais à sentir que nous pourrions peut-être être une petite famille heureuse malgré l'attitude de Suzanne. Puis est arrivé le jour qui a tout changé. Ethan était retourné au travail après avoir pris une semaine de congé,
et j'étais seule avec Caleb lorsque Suzanne est arrivée à l'improviste. Elle avait une clé de notre maison, quelque chose qu'Ethan lui avait donné des années auparavant et qui m'avait toujours mise mal à l'aise, et elle est simplement entrée. « Nous devons parler, dit-elle, la voix froide et dure. J'étais assise sur le canapé en train d'allaiter Caleb, et je me suis sentie immédiatement sur la défensive. Quelque chose dans sa posture et son ton a déclenché toutes les sonnettes d'alarme dans ma tête. « À propos de quoi ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Suzanne s'est assise en face de moi, mais au lieu de la politesse feinte habituelle, son masque était complètement tombé. La haine dans ses yeux était indéniable. « Ce bébé, dit-elle en pointant Caleb, n'est pas l'enfant de mon fils. » J'ai eu l'impression d'avoir été giflée. « Pardon ? Tu m'as entendu. J'ai observé et je sais que ce bébé ne ressemble pas à Ethan. Il ne ressemble à personne dans notre famille. Tu as menti depuis le début. » Mes mains se sont mises à trembler. « Suzanne, c'est absolument ridicule. Bien sûr que Caleb est le fils d'Ethan. Comment peux-tu même dire une chose pareille ? Parce que j'ai des yeux, a-t-elle répliqué sèchement. Je connais mon fils et je connais la génétique de notre famille. Ce bébé n'est pas des nôtres. J'ai essayé de rester calme, mais ma voix montait. Tu es complètement déraisonnable. Les bébés ne ressemblent pas toujours à leurs parents tout de suite. Et n'ose pas me mentir. Suzanne se leva, le visage rouge de rage. Je sais ce que tu as fait. Je sais que tu as trompé mon fils. Je n'ai jamais trompé Ethan, ai-je crié en retour, ma propre colère finissant par déborder. Comment osez-vous m'accuser d'une chose pareille ? C'est là que Suzanne a complètement perdu le contrôle. Menteuse, salope, a-t-elle hurlé, et avant que je puisse réagir, sa main a volé vers mon visage. La gifle fut si forte et si inattendue que je suis tombée en arrière du canapé, tenant toujours Caleb. J'ai réussi à tourner mon corps pour le protéger, mais j'ai heurté le sol durement, ma tête heurtant la table basse. Pendant un instant, tout est devenu blanc. Caleb pleurait. Je voyais des étoiles, et Suzanne se tenait au-dessus de moi, le visage tordu de rage. Menteuse, a-t-elle crié. Ce bébé appartient à un homme quelconque. Je le sais, et bientôt tout le monde le saura aussi. J'ai lutté pour me redresser, la tête me martelant et la joue en feu. Caleb hurlait maintenant, probablement plus par surprise que par douleur, mais j'étais terrifiée que la violence de Suzanne l'ait blessé d'une manière ou d'une autre. Dehors, ai-je chuchoté, puis plus fort, sors de ma maison. Mais Suzanne n'avait pas fini. Je vais tout dire à Ethan. Je vais lui dire quel genre de femme il a épousé. Et nous allons faire un test ADN pour prouver ce que je sais déjà. Elle est sortie en trombe, claquant la porte si fort que des tableaux sont tombés du mur. Je suis restée assise sur le sol, je ne sais combien de temps, tenant simplement Caleb et pleurant. Mon visage était enflé, ma tête me lançait, et je me sentais complètement violée. Cette femme était entrée chez moi et m'avait agressée physiquement alors que je tenais mon nouveau-né. Quand Ethan est rentré ce soir-là, j'étais encore secouée. Je lui ai tout raconté, lui montrant le bleu sur mon visage et la bosse sur ma tête là où j'avais heurté la table basse. Je m'attendais à ce qu'il soit furieux contre sa mère. Je m'attendais à ce qu'il l'appelle immédiatement et exige des excuses. Au lieu de cela, il est devenu très silencieux et m'a demandé de lui raconter à nouveau ce qui s'était passé. Alors, je l'ai fait. Et quand j'ai eu fini, Ethan est resté silencieux pendant un long moment. Ethan, ai-je dit, tu me crois, n'est-ce pas ? Tu sais que je ne te tromperai jamais. Plus de silence. Ethan. Il m'a finalement regardé et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose de froid. Maman a dit qu'elle était méfiante depuis un moment, dit-il lentement. Elle a dit qu'il y avait des signes. J'ai eu l'impression que le monde basculait. Quels signes ? Ethan, de quoi parles-tu ? Elle a dit que tu agissais bizarrement pendant la grossesse. Secrète. Et Caleb, il s'interrompit. Caleb, quoi ? Il ne me ressemble pas vraiment, Megan. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Il a 3 semaines. Il ressemble à peine à un être humain, encore moins à quelqu'un de spécifique.
Mais je pouvais voir que le poison de Suzanne avait déjà pris racine. Le doute était là, dans les yeux d'Ethan, et il grandissait. Peut-être qu'on devrait juste faire le test ADN, dit-il doucement. Juste pour mettre un terme à tout ça. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Tu veux faire un test ADN sur notre fils parce que ta mère m'a frappé et traité de garce? Ce n'est pas à propos de ce qu'elle a fait, dit Ethan, mais sa voix manquait de conviction. C'est juste pour avoir l'esprit tranquille. La tranquillité d'esprit de qui ai-je exigé? Je sais que Caleb est ton fils. Tu devrais le savoir aussi. Mais le mal était fait. Ethan avait été infecté par les soupçons de sa mère et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le lendemain, Suzanne a appelé Ethan et lui a dit qu'elle avait déjà tout arrangé pour un test ADN. Elle avait pris les rendez-vous et tout. Ethan ne m'a même pas consulté. Il m'a juste dit que nous y allions. J'étais furieuse, blessée et complètement trahie, mais j'ai accepté le test parce que je savais que cela prouverait qu'ils avaient tous tort. Caleb était le fils d'Ethan, et une fois que nous aurions la preuve scientifique, ce cauchemar serait terminé. Nous sommes allés à la clinique, avons fait les prélèvements, et on nous a dit que les résultats seraient disponibles dans 7 à 10 jours ouvrables. Pendant tout ce temps, Suzanne n'a cessé de faire des commentaires sur le fait que la vérité finit toujours par éclater, et qu'elle protégeait son fils d'une menteuse. Ethan ne m'a pas défendu. Pas une seule fois. Cette nuit-là, Ethan a dormi dans la chambre d'amis. Il a dit qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir. Je suis restée seule dans notre lit, tenant Caleb et me demandant comment ma vie avait pu s'effondrer si rapidement. Les jours suivants furent une torture. Ethan était froid et distant, me parlant à peine sauf lorsque c'était nécessaire pour les soins de Caleb. Suzanne appelait plusieurs fois par jour, demandant à chaque fois si les résultats étaient arrivés. Brooke a commencé à m'éviter aussi, ce qui faisait presque aussi mal que tout le reste. Le pire était la façon dont Ethan a commencé à traiter Caleb. Avant les accusations de Suzanne, Ethan avait été un père dévoué. Il tenait Caleb pendant des heures, lui parlait avec cette voix idiote que les parents utilisent, et prenait des dizaines de photos chaque jour. Il avait été si fier, montrant Caleb à ses collègues et publiant des photos sur les réseaux sociaux avec des légendes comme « mon petit homme » et « le garçon à son papa ». Mais après les accusations, tout a changé. Ethan s'occupait toujours des besoins de base de Caleb, le nourrir, changer ses couches, le mettre au lit pour les siestes, mais la chaleur avait disparu. Il tenait Caleb comme s'il s'occupait de l'enfant de quelqu'un d'autre, mécaniquement et sans la joie qui était là avant. Les voix idiotes ont cessé. Les photos ont cessé. Les publications sur les réseaux sociaux ont complètement disparu. Cela me brisait le cœur de les regarder ensemble. Caleb levait les yeux vers Ethan avec ses yeux de bébé confiant, tendant les bras vers lui comme il l'avait toujours fait, mais Ethan le regardait à peine dans les yeux. Parfois, je surprenais Ethan en train de fixer Caleb avec une expression conflictuelle, comme s'il essayait de voir quelque chose qui n'était pas là ou essayait de ne pas voir quelque chose qui y était. Le pire, c'était l'heure du coucher. Ethan avait l'habitude de lire une histoire à Caleb tous les soirs, même s'il était trop jeune pour comprendre. Il s'asseyait dans le fauteuil à bascule avec Caleb sur sa poitrine, lisant tout, des livres pour enfants aux articles de journaux, de cette voix douce et aimante. Caleb s'endormait au son du rythme cardiaque et de la voix de son père. Maintenant, Ethan n'entrait même plus dans la chambre de bébé. Il se tenait parfois sur le seuil, me regardant mettre Caleb au lit, mais il ne s'approchait pas. Quand je lui demandais de l'aide, il prétextait être fatigué ou avoir du travail à faire. L'isolement était écrasant. Ma propre mère vivait à 3 états de distance. Et bien qu'elle m'appelait tous les jours pour prendre de nos nouvelles, elle ne pouvait pas être là physiquement. Mes quelques amis proches ont essayé de me soutenir, mais la plupart d'entre eux étaient aussi des amis d'Ethan, et je pouvais sentir leur malaise face à la situation. Personne ne voulait prendre parti, alors ils se sont pour la plupart tenus à l'écart. Les appels téléphoniques quotidiens de Suzanne devenaient de plus en plus agressifs. Elle commençait chaque conversation en demandant les résultats du test, mais quand je lui disais qu'il n'était pas encore arrivé, elle se lançait dans des diatribes sur la façon dont je détruisais la vie de son fils et que je devais avouer avant que la vérité n'éclate.
Elle décrivait en détail comment elle allait protéger Ethan et la famille une fois que mes mensonges seraient exposés. Au cours d'un appel particulièrement méchant, Suzanne m'a dit qu'elle avait déjà cherché des avocats pour Ethan. Il va avoir besoin d'un bon avocat quand il divorcera de toi, dit-elle avec une satisfaction cruelle, et il aura besoin d'aide pour obtenir la garde exclusive de ce bébé, en supposant qu'il soit même le sien, ce que nous savons toutes les deux qu'il n'est pas. Suzanne, arrête de m'appeler, dis-je, la voix tremblante de colère et de douleur. J'arrêterai de t'appeler quand tu arrêteras de mentir, a-t-elle répliqué. Mon fils mérite mieux qu'une garce infidèle. J'ai raccroché et bloqué son numéro, mais elle a simplement commencé à appeler depuis différents téléphones, le portable de Philippe, le téléphone de Brooke, même leur ligne fixe que je ne savais même pas qu'ils avaient encore. La trahison de Brooke faisait presque aussi mal que celle d'Ethan. Nous avions toujours eu une bonne relation, du moins c'est ce que je pensais. Nous allions faire du shopping ensemble, déjeunions, nous envoyions des mèmes drôles et des nouvelles sur nos grossesses quand nous étions toutes les deux enceintes. J'avais hâte que nos enfants grandissent ensemble en tant que cousins. Mais après les accusations de Suzanne, Brooke a complètement changé envers moi. Elle a cessé de répondre à mes textos. Quand je l'ai appelée directement, elle était froide et formelle, disant des choses comme « Je pense qu'il est préférable que nous ne parlions pas jusqu'à ce que cette situation soit résolue ». Quand je lui ai demandé si elle croyait vraiment que j'avais trompé Ethan, elle est restée silencieuse un long moment avant de dire « Je pense que maman a un bon instinct concernant les gens ». Ce commentaire m'a hanté. Brooke me connaissait depuis 4 ans. Elle avait été ma demoiselle d'honneur à mon mariage. Elle avait vu à quel point Ethan et moi nous aimions, à quel point nous étions excités de fonder une famille. Et pourtant, quand sa mère m'a accusé d'infidélité sans la moindre preuve, Brooke a choisi de croire Suzanne plutôt que moi. Le pire appel est arrivé 3 jours avant la date prévue des résultats ADN. Ethan était au travail et j'étais seule à la maison avec Caleb quand mon téléphone a sonné. C'était Brooke, mais elle avait une voix différente, nerveuse et presque coupable. « Megan, je dois te dire quelque chose, dit-elle sans préambule. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Maman a préparé des choses pour quand les résultats du test arriveront. » Un frisson me parcourut l'échine. « Que veux-tu dire par « préparer » ?» Elle a parlé à Ethan d'avocat spécialisé en divorce. Elle s'est renseignée sur les lois de la garde. Elle a même fait des recherches sur des détectives privés pour essayer de découvrir avec qui elle pense que tu as trompé. J'ai eu la nausée. Brooke, tu sais que c'est de la folie, n'est-ce pas? Tu sais que je n'ai pas triché. Il y eut une longue pause. Je veux te croire, Megan. Vraiment. Mais maman est si sûre, et elle ne se trompe jamais sur ce genre de choses. Quelle chose? Quand Suzanne a-t-elle déjà été dans une situation comme celle-ci? Elle a un bon instinct sur le caractère des gens. Mon caractère? Brooke, tu me connais depuis 4 ans. Qu'est-ce qui, dans mon caractère, suggère que je suis une menteuse et une infidèle? Une autre pause. Je ne sais pas. Peut-être que je ne te connaissais pas aussi bien que je le pensais. C'est là que j'ai réalisé que Suzanne n'avait pas seulement empoisonné Ethan contre moi. Elle avait systématiquement retourné toute la famille. Brooke, que je considérais comme une amie et une sœur, me voyait maintenant comme une étrangère capable de choses terribles. Il y a autre chose, continua Brooke, sa voix devenant plus faible. Maman veut organiser une réunion de famille quand les résultats arriveront. Elle veut que tout le monde soit là, moi, Derek, papa, Ethan et toi. Elle dit que c'est important que nous gérions cela en famille et que nous prenions des décisions sur l'avenir du bébé. Des décisions sur l'avenir de Caleb, ai-je répété, ma voix s'élevant. C'est mon fils. S'il est le fils d'Ethan, dit Brooke doucement, alors il fait aussi partie de notre famille. Mais s'il ne l'est pas, elle n'a pas terminé sa phrase, mais je pouvais entendre l'implication. Si Caleb n'était pas l'enfant biologique d'Ethan, il prévoyait de nous chasser tous les deux. Brooke, écoute-toi. C'est de mon bébé dont nous parlons. Je l'ai mis au monde. Je suis sa mère. Aucun test ADN ne changera ça. Mais si tu as triché. Je n'ai pas triché, ai-je hurlé, faisant sursauter et pleurer Caleb. Pourquoi personne ne veut me croire?
Brooke est restée silencieuse un moment, puis a dit, peut-être parce que tu es la seule à dire que tu ne l'as pas fait. Après cet appel, je me suis sentie plus seule que jamais. Même Brooke, que je pensais être mon allié, avait été complètement retournée contre moi. Je faisais face à toute cette famille, unie dans sa conviction que j'étais une menteuse et une infidèle. Cette nuit-là, Ethan est rentré tard du travail, prétextant avoir dû rester pour une réunion. Mais je pouvais sentir une odeur de parfum sur sa chemise, et ce n'était pas le mien. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il est devenu défensif et en colère. « Tu m'accuses sérieusement de quelque chose maintenant ?» a-t-il lancé. « Après tout ce que tu as fait subir à cette famille ?» J'ai juste posé une question sur le parfum, Ethan. C'est probablement quelqu'un du bureau. Les gens portent du parfum au travail, Megan. Tout le monde n'a pas des arrière-pensées comme certaines personnes. L'implication était claire. Il suggérait que je projetais ma propre infidélité sur lui. C'était une torsion de logique si cruelle que je n'ai même pas pu répondre. Je me sentais complètement seule et isolée. Le 4e jour, Ethan est rentré du travail avec toute sa famille, Suzanne, Philippe, Brooke et le mari de Brooke, Derek. Ils se sont tous assis dans mon salon comme une sorte de tribunal, attendant de me juger. Les résultats devraient arriver demain ou après-demain, annonça Suzanne comme si elle était la responsable de ma maison. Et alors nous saurons la vérité. Je tenais Caleb, essayant de rester calme, mais je sentais mes mains trembler de rage et de douleur. Et que pensez-vous qu'il va se passer exactement quand le test prouvera que Caleb est le fils d'Ethan, ai-je demandé. Suzanne sourit froidement. Si cela arrive, alors je m'excuserai. Mais nous savons toutes les deux que ça n'arrivera pas. Brooke, qui était restée silencieuse, a finalement pris la parole. Megan, si tu dis la vérité maintenant, peut-être que nous pourrons surmonter ça en famille. Je la fixai, incrédule. Dire la vérité sur quoi? Je ne vous ai jamais menti. Admets juste que tu as triché, dit Suzanne sans détour. Admets que ce bébé n'est pas celui d'Ethan, et nous pourrons voir ce qu'il faut faire ensuite. Je n'admettrai pas quelque chose que je n'ai pas fait. C'est alors qu'Ethan a finalement explosé. Arrête de mentir, a-t-il crié, se levant brusquement. Tout le monde le voit. Tout le monde le sait. Dis la putain de vérité pour une fois. Je me suis levée aussi, tenant Caleb de manière protectrice. La vérité, c'est que Caleb est ton fils, et que ta mère est une garce psychotique qui a empoisonné ton esprit. Le visage d'Ethan est devenu rouge. N'ose même pas insulter ma mère alors que c'est toi qui as menti et triché. Je ne t'ai jamais trompé. Alors pourquoi Caleb ne me ressemble-t-il pas? Pourquoi ne ressemble-t-il à personne dans ma famille? Je pleurais maintenant. Caleb pleurait, et toute la pièce était en plein chaos. Fais tes saloperies et va crever ailleurs, m'a hurlé Ethan. Je ne peux même plus te regarder. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. C'était mon mari, l'homme que j'avais aimé pendant 6 ans, l'homme dont je tenais l'enfant, qui me disait d'aller mourir quelque part. Suzanne souriait triomphalement. Ne t'inquiète pas, Brooke, dit-elle à sa fille assez fort pour que tout le monde entende. Tu donneras naissance au premier vrai petit enfant. Au moins, nous aurons un bébé légitime dans cette famille. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. J'ai regardé autour de moi, les voyant tous. Ethan avec son visage rouge et ses yeux furieux. Suzanne avec son sourire satisfait. Philippe, qui ne voulait même pas me regarder. Brooke, qui hochait la tête en accord avec sa mère, et Derek, qui était juste assis là comme si c'était un spectacle. Et j'ai pris une décision. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je suis simplement montée à l'étage avec Caleb, j'ai fait un sac avec l'essentiel, et je suis partie. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma sœur de l'autre côté de la ville et je lui ai tout raconté. Ma sœur, Kelly, était absolument furieuse en mon nom. Elle voulait appeler la police à propos de Suzanne qui m'avait frappée. Elle voulait appeler un avocat. Elle voulait faire quelque chose, mais j'étais trop épuisée émotionnellement pour gérer tout ça. Je voulais juste attendre les résultats de l'ADN et leur prouver à tous qu'ils avaient tort. Je suis restée chez Kelly pendant 10 jours.
Ethan m'a envoyé quelques textos, mais seulement à propos de choses pratiques comme l'horaire des repas de Caleb et les rendez-vous chez le médecin. Il n'a jamais demandé si j'allais bien ou si j'avais besoin de quelque chose. Suzanne, Brooke et Philippe ne m'ont pas contacté du tout. Ces 10 jours chez Kelly m'ont donné le temps de réfléchir clairement pour la première fois depuis des mois. Loin de la tension constante et des accusations, je pouvais voir à quel point la situation était devenue toxique. Kelly était furieuse pour moi, mais elle m'a aussi aidé à traiter tout ce qui s'était passé. Tu sais ce qui me dérange le plus dans toute cette histoire, a dit Kelly un soir alors que nous étions assises dans son salon, Caleb dormant paisiblement dans mes bras. Ce n'est pas seulement qu'ils t'ont accusé de tricherie. C'est la rapidité avec laquelle ils se sont tous retournés contre toi, sans aucune preuve. Elle avait raison. Il n'y avait eu aucun comportement suspect de ma part. Pas d'absence inexpliquée, pas d'appel ou de message secret. Toute l'affaire de Suzanne reposait sur le fait que Caleb ne ressemblait pas à Ethan, selon elle. C'était tout. Et d'une manière ou d'une autre, cela avait suffi à convaincre mon mari que j'étais une menteuse et une infidèle. Ethan me disait qu'il aimait ma loyauté, ai-je dit à Kelly. Il disait que c'était l'une des choses qui l'avait attiré chez moi au début, la façon dont je soutenais mes amis et ma famille quoi qu'il arrive. Et maintenant, il ne veut même pas me laisser le bénéfice du doute quand sa propre mère m'accuse de quelque chose d'horrible. Kelly secoua la tête. Ce n'est pas de l'amour, Megan. C'est de la possession. L'amour signifierait te faire confiance, surtout quand quelqu'un d'autre essaie de te détruire. Pendant ces 10 jours, j'ai aussi eu le temps de vraiment observer Caleb sans le stress constant des accusations et des soupçons. C'était un si beau bébé, alerte et réactif. Il commençait à développer des traits plus définis, comme le font les bébés dans leurs premières semaines, et je commençais à voir des indices subtils des traits de la famille d'Ethan. Plus important encore, je pouvais voir que les traits de Caleb commençaient à ressembler à ceux d'Ethan, même s'ils étaient encore subtils. La forme de son nez, la courbe de ses sourcils, même la façon dont il bougeait ses mains, il y avait des touches d'Ethan là-dedans. Dans quelques mois, la ressemblance deviendrait probablement beaucoup plus claire. Mais d'ici là, il serait peut-être trop tard pour réparer les dégâts. J'ai passé des heures à regarder de vieilles photos de famille que j'avais apportées avec moi, essayant de comprendre l'affirmation de Suzanne selon laquelle Caleb ne ressemblait à personne de la famille d'Ethan. Ce que j'ai trouvé était intéressant. Ethan lui-même avait été un bébé à l'apparence assez banale. Sur ses photos de nouveau-né, il ressemblait à la plupart des bébés, rouges, ridés, et ne ressemblant pas particulièrement à qui que ce soit. Ce n'est que plusieurs mois plus tard que ces traits ont commencé à se développer pour devenir reconnaissablement ceux d'Ethan. Mais Suzanne s'était convaincue, ainsi que tout le monde, qu'il devrait y avoir une ressemblance immédiate et évidente. Elle avait créé ce récit dans sa tête et avait ensuite trouvé des preuves pour le soutenir, aussi fragile soit-elle. Plus j'y pensais, plus je réalisais que les accusations de Suzanne ne concernaient pas vraiment l'apparence de Caleb. Elles concernaient sa haine pour moi et son désir de m'éloigner de son fils. L'apparence de Caleb n'était que l'excuse qu'elle attendait. Un après-midi, pendant que Caleb faisait la sieste, j'ai pris une décision qui s'avérerait cruciale plus tard. J'ai appelé la tante d'Ethan, Margaret, la sœur de Philippe, qui vivait de l'autre côté du pays et venait rarement en visite. Je ne l'avais rencontrée qu'une seule fois à notre mariage, mais elle m'avait semblé gentille et terrax en grave terre, très différente de Suzanne. Margaret fut surprise de m'entendre, mais elle était chaleureuse et amicale. Quand je lui ai expliqué ce qui se passait, elle a été choquée. Suzanne pense que le bébé n'est pas celui d'Ethan parce qu'il ne ressemble pas à la famille. Margaret a ri, mais sans méchanceté. Oh, ma chérie, cette femme ne connaît pas sa propre histoire familiale. Que veux-tu dire? T'a-t-elle déjà montré des photos de notre père quand il était bébé? Le grand-père d'Ethan? Non, je ne crois pas avoir jamais vu de photos de lui bébé. Eh bien, je t'en enverrai. La ressemblance familiale est très forte, même si ce n'est peut-être pas évident maintenant que ton petit est si jeune. Mais la structure osseuse, la façon dont il tient sa tête. Ça rappelle beaucoup papa quand il était bébé. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Vraiment? Oh, oui. Et tu sais ce qui est drôle?
Philippe ne ressemblait en rien à papa quand il est né. Rien du tout. Grand-mère plaisantait en disant que l'hôpital avait dû échanger les bébés. Mais en grandissant, la ressemblance est devenue évidente. Parfois, la génétique fonctionne de manière mystérieuse. Des traits qui sautent des générations, des caractéristiques qui n'apparaissent que des mois ou même des années plus tard. Margaret a continué à me raconter d'autres histoires sur l'histoire de la famille, des histoires sur l'apparence de différents membres de la famille en tant que bébés par rapport à leur apparence d'adultes, sur les gènes récessifs qui pouvaient apparaître de manière inattendue. Sur des parents qui ne ressemblaient en rien à leurs parents mais en tout à leurs arrière-grands-parents. Le truc avec Suzanne, dit Margaret prudemment, c'est qu'elle n'a jamais vraiment compris que les familles sont compliquées. Elle aime que tout soit simple et évident. Si elle ne peut pas voir quelque chose immédiatement, elle suppose que ça n'existe pas. Cette conversation m'a donné de l'espoir, mais elle m'a aussi rendu incroyablement triste. Voilà des informations qui auraient pu tout résoudre. Une histoire familiale qui expliquait parfaitement l'apparence de Caleb. Mais Suzanne avait été si convaincue de son récit qu'elle n'avait jamais pris la peine de regarder plus profondément dans la génétique de sa propre famille. Pire encore, Ethan n'avait jamais pensé à appeler sa tante ou à regarder de vieilles photos de famille. Il avait simplement accepté la parole de sa mère comme parole d'évangile et s'était retourné contre sa femme et son fils. Le 10e jour, Ethan m'a envoyé un texto disant que les résultats étaient arrivés et que toute sa famille serait à la maison à 19h. Il a dit que je devais être là aussi. J'ai failli ne pas y aller. Une partie de moi voulait juste rester à l'écart et les laisser tous mijoter dans leur propre haine. Mais je savais que je devais affronter cela. Je devais être là quand la vérité éclaterait et qu'ils réaliseraient tous à quel point ils s'étaient trompés. Je suis arrivée à 19h précise. Ethan a ouvert la porte, mais il n'a pas voulu me regarder dans les yeux. Toute la famille était de nouveau là, assise aux mêmes places qu'avant. Suzanne tenait l'enveloppe avec les résultats de l'ADN, un sourire satisfait sur le visage. Eh bien, dit-elle alors que je m'asseyais avec Caleb, je pense que nous savons tout ce que cela va dire. Ethan ne me regardait toujours pas. Brooke fixait le sol. Philippe consultait son téléphone comme s'il avait un autre endroit où être. Ouvre-la, c'est tout, dis-je doucement. Suzanne a déchiré l'enveloppe avec un flair dramatique, savourant clairement son moment de triomphe. Elle a sorti les papiers et a commencé à lire, puis son visage s'est décomposé. Le sourire a disparu en premier, remplacé par la confusion. Puis la confusion s'est transformée en choc. Puis le choc s'est transformé en quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. Qu'est-ce que ça dit ? A exigé Ethan quand sa mère ne parlait pas. Suzanne lisait et relisait le papier, son visage devenant de plus en plus pâle. Maman, qu'est-ce que ça dit ? A demandé Brooke. Finalement, Suzanne a levé les yeux et j'ai vu quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu auparavant, la peur. Ça dit, elle a commencé, puis s'est arrêtée. Elle s'est éclaircie la gorge et a réessayé. Ça dit que la probabilité de paternité est de 99,97%. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda Ethan, bien que je puisse dire à sa voix qu'il le savait déjà. Ça veut dire que Caleb est définitivement ton fils, dis-je doucement. Le visage d'Ethan s'est effondré. Brooke a eu le souffle coupé. Philippe a finalement levé les yeux de son téléphone. Derek s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Mais je n'avais pas fini. J'avais passé la semaine chez Kelly à faire plus qu'attendre les résultats de l'ADN. J'avais réfléchi, planifié et passé quelques appels de mon côté. En fait, dis-je en me levant et en prenant les résultats de l'ADN des mains tremblantes de Suzanne, il y a autre chose que vous devriez tous savoir. J'avais leur attention maintenant. Tout le monde me fixait. J'ai fait des recherches cette semaine sur les tests de paternité et la génétique. Saviez-vous que parfois les bébés ne ressemblent pas à leur père, non pas parce qu'ils ne sont pas apparentés, mais à cause de gènes récessifs ? Ou parce qu'ils ressemblent plus à leurs grands-parents ou arrière-grands-parents ? Ethan commençait à avoir l'air malade. Alors, j'ai creusé dans votre histoire familiale, Ethan. J'ai appelé ta tante Margaret. Tu sais, la sœur de ton père qui vit en Oregon, celle dont ta famille ne parle pas beaucoup. Le visage de Philippe est devenu blanc.
Tante Margaret a été très utile. Elle m'a raconté toutes sortes d'histoires intéressantes sur la famille, y compris des choses sur ton père que tu ne sais probablement pas. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré une photo que Margaret m'avait envoyée. C'est ton grand-père, le père de Philippe, quand il était bébé. Remarquez la structure osseuse et les proportions du visage. La photo montrait un bébé qui avait des traits similaires à ceux de Caleb, bien que, comme pour la plupart des comparaisons de nouveau-nés, il fallait regarder attentivement pour voir la ressemblance. Mais ce n'était pas le meilleur. Margaret m'a aussi parlé du scandale de paternité dans votre famille dans les années 1970. Apparemment, votre grand-mère avait des doutes sur le fait que Philippe soit réellement le fils de votre grand-père. Ils ont fait des tests à l'époque aussi. Philippe se leva brusquement. Ça suffit. Mais je n'allais pas m'arrêter là. Le test a montré que Philippe était bien le fils de son père, mais ils ont aussi révélé autre chose d'intéressant sur la génétique de la famille. Quelque chose sur la façon dont les traits récessifs peuvent sauter des générations et refaire surface. Je regardais directement Suzanne. Quelque chose qui expliquerait pourquoi Caleb a certains traits du visage et une structure osseuse qui pourrait rappeler aux gens son arrière-grand-père, même s'il est encore trop jeune pour que la ressemblance soit évidente. Suzanne tremblait maintenant. Tu n'avais pas le droit de. J'avais tous les droits, ai-je lancé. Vous m'avez accusé de tricherie. Vous m'avez agressé physiquement. Vous avez retourné mon mari contre moi. Et vous avez essayé de détruire ma famille en vous basant sur rien d'autre que votre propre haine. Je me suis tournée vers Ethan. Ton fils a la génétique de ta famille, simplement exprimée de manière qui n'est pas immédiatement évidente. Si tu avais pris la peine de regarder de vieilles photos de famille et de comprendre comment la génétique fonctionne réellement au lieu d'écouter les opinions non informées de ta mère, tu l'aurais peut-être compris toi-même. Ethan pleurait maintenant. Megan, Non. J'ai levé la main. Tu n'as plus le droit de parler maintenant. Tu m'as dit de faire mes saloperies et d'aller crever ailleurs. Tu m'as traité de menteuse et d'infidèle. Tu as laissé ta mère me frapper alors que je tenais notre fils nouveau-né. J'ai regardé autour de moi. J'en ai fini avec vous tous. J'ai rassemblé mes affaires et me suis dirigée vers la porte, mais je me suis retournée une dernière fois. Suzanne, ai-je dit, en regardant directement ma belle-mère, tu avais raison sur une chose. Brooke donnera naissance à ton premier vrai petit enfant. Parce que Caleb et moi ne ferons plus partie de cette famille. Suzanne s'est mise à pleurer. Megan, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix, l'ai-je corrigé. Tu as choisi de croire le pire de moi au lieu de me laisser le bénéfice du doute. Tu as choisi de m'attaquer physiquement. Tu as choisi d'empoisonner mon mariage avec ta haine. Ethan suppliait maintenant. Megan, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. J'avais tort. Je suis désolée. Tu es désolée maintenant que tu as la preuve, ai-je dit. Mais tu aurais dû me croire parce que tu m'aimes. Tu aurais dû me défendre parce que je suis ta femme. Tu aurais dû mettre ta mère à la porte de notre maison à la seconde où elle m'a frappé. Brooke a finalement pris la parole. Megan, les familles font des erreurs. Nous pouvons. Vous n'êtes pas ma famille, ai-je dit simplement. Ma famille ne me traiterait jamais comme vous l'avez tous fait. Et sur ces mots, je suis partie. J'écris ceci depuis la maison de Kelly où Caleb et moi séjournons depuis 2 semaines. Ethan a appelé et envoyé des centaines de SMS. Suzanne a envoyé des fleurs et de longues lettres d'excuses. Brooke a essayé de me contacter via les réseaux sociaux. Philippe s'est même présenté une fois chez Kelly, bien qu'elle ne l'ait pas laissé entrer. J'ai parlé à un avocat. Je demande le divorce et la garde exclusive. J'envisage également de porter plainte pour agression contre Suzanne, bien que mon avocat dise que ce sera peut-être difficile à prouver puisque je ne suis pas allée à l'hôpital immédiatement après qu'elle m'ait frappé. Le plus difficile est de regarder Caleb et de savoir que je le prive de son père. Ethan n'est pas un homme mauvais, juste un homme faible. Il a laissé la haine de sa mère l'influencer, mais je crois sincèrement qu'il aime Caleb. Malheureusement, l'amour ne suffit pas toujours. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne me fait pas confiance.
Je ne peux pas élever mon fils dans une famille qui le considère comme illégitime. Je ne peux pas me soumettre à la haine et à la manipulation constante de Suzanne. Brooke a donné naissance à sa fille il y a 2 semaines, environ un mois avant terme, mais en bonne santé. J'ai appris par des amis communs que Suzanne est aux anges, l'appelant « le plus beau petit enfant de tous les temps » et la gâtant à l'excès. Je suis heureuse pour Brooke. Vraiment. Sa fille mérite amour et attention. Mais je suis aussi soulagée que Caleb et moi ne soyons plus en compétition pour des miettes d'affection de la part de personnes qui ne nous ont jamais vraiment voulu. Ethan m'a envoyé un message hier disant qu'il a coupé les ponts avec Suzanne et qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour me reconquérir. Il dit qu'il réalise maintenant à quel point il a tout gâché et qu'il veut que nous soyons à nouveau une famille. Une partie de moi veut le croire. Une partie de moi aime encore l'homme que j'ai épousé. Mais je ne peux pas oublier le regard dans ses yeux quand il m'a dit de faire mes saloperies et d'aller crever ailleurs. Je ne peux pas oublier avec quelle facilité il a cru le pire de moi. Une fois brisée, la confiance est presque impossible à reconstruire. Caleb s'épanouit malgré tout. C'est un bébé heureux et en bonne santé qui sourit, gazouille et montre déjà des signes d'une intelligence incroyable. La ressemblance familiale avec Ethan devient plus apparente chaque semaine. Maintenant, je peux la voir dans ses expressions et ses traits en développement. Dans quelques mois, la ressemblance sera probablement beaucoup plus évidente. Mais cela n'aurait pas dû avoir d'importance. Même si Caleb n'avait ressemblé en rien à Ethan, même s'il avait été le fruit d'une liaison, ce qui n'était pas le cas, la façon dont ils m'ont traité était inexcusable. Personne ne mérite d'être agressé physiquement et émotionnellement, surtout pas en tenant un nouveau-né. Je construis une nouvelle vie maintenant. Kelly a été incroyable, nous laissant rester chez elle et m'aidant avec Caleb. Je cherche mon propre appartement et je prévois de retourner travailler à temps partiel une fois que Caleb sera un peu plus grand. C'est effrayant d'être une mère célibataire, mais c'est mieux que d'être piégée dans une situation toxique. Certaines personnes m'ont dit que je devrais donner une autre chance à Ethan, que les familles traversent des moments difficiles et que Caleb mérite d'avoir son père dans sa vie. Et peut-être ont-ils raison. Peut-être suis-je trop dure. Mais je reviens sans cesse à ce moment où Suzanne m'a giflé. Ethan n'était pas là pour me défendre. Je continue de penser à la rapidité avec laquelle il a cru sa mère plutôt que sa femme. Je me souviens sans cesse du regard de dégoût dans ses yeux quand il regardait notre bébé innocent. Certaines choses ne peuvent pas être effacées. Certains mots ne peuvent pas être repris. Une certaine confiance ne peut pas être reconstruite. Je leur ai jeté ces résultats d'ADN à la figure et je suis partie. Et je n'ai pas regardé en arrière depuis. Pour la première fois depuis des mois, je me sens libre. Caleb mérite mieux qu'une famille qui remet en question sa légitimité sur la base d'hypothèses non informées sur l'apparence d'un nouveau-né. Je mérite mieux qu'un mari qui ne me fait pas confiance. Nous méritons tous les deux mieux que la haine et la manipulation constante de Suzanne. Voilà donc mon histoire. La belle-mère qui m'a accusée de tricherie. Le mari qui l'a cru, et le test ADN qui leur a tous prouvé qu'ils avaient tort. La famille qui s'est effondrée non pas à cause de l'infidélité, mais à cause de la haine, de la suspicion et d'un manque total de confiance. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, à Caleb et à moi, mais je sais que ce sera mieux que ce que nous avons laissé derrière nous. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est simplement de s'en aller et de construire quelque chose de mieux.